Donc voilà, ici on va expliquer le fonctionnement de Spring MVC avec une petite application Mastodité, donc qui affiche les livres. On peut cliquer sur une liste de livres et qui permettra d'afficher le détail de ce livre avec passage de paramètres, et aussi l'édition d'un livre avec un formulaire tout à fait classique. Donc quelque chose de très simple pour une première utilisation de Spring MVC. On va aller chercher un projet qui fonctionne. Donc je vais aller sur ce projet-ci dans Google Code. Donc Spring Demo-Technocritique. La recherche dans Google Code elle fonctionne très mal. Il faut vraiment savoir le nom du projet précisément. Et donc je vais faire un check-out de ce projet. Pour ça je vais dans Source. Je prends l'URL qui est là. Je vais dans Super Eclipse, SVN Repository Exploring, et comme je l'ai ici, je vais faire un discard pour démarrer à 0. New Location. Je fais un paste de l'URL et j'ai fini. Donc là, je n'ai fait qu'ajouter un emplacement, je dirais, de code SVN dans lequel j'ai 3 projets. Et je vais choisir celui-ci. Si vous voulez faire un projet from scratch, avec déjà tous les jars, etc., comme il faut, mais aucun contrôle de reconnu GSP, on va peut-être celui-là. Ici, par contre, je vais partir du projet où il y a déjà toute l'application. Donc je fais un checkout. Et le projet va s'appeler comme ceci dans le workspace. Il y a très peu de code, donc ça prend un peu de temps pour les jars de Spring. Mais pour le projet lui-même, il y a vraiment très peu de temps. This code qu'on va passer en revue. Donc je vais démarrer le projet, on va voir si ça ne marchera pas, puis on va corriger chaque fois les petits problèmes, notamment de connexion DB au fur et à mesure. Donc maintenant que j'ai fait un check-out, si je retourne dans ma perspective Java, je vois ce projet qui est ici, avec le code source. Et avec le web content, les JSP. Donc je suppose que vous connaissez le principe de servlet JSP, on ne va pas revenir là-dessus. Je vais maintenant essayer de déployer cette application sur le Tomcat qui est déjà configuré dans l'Eclipse. Donc vous voyez votre doc pour faire le servlet Hello World. Si vous n'avez jamais fait de servlet Hello World qui fonctionne avec JSP Hello World, vous êtes pas parti. Donc j'imagine que vous avez déjà ce niveau de connaissance avant de commencer. Ici on va aller du côté serveur pour déployer le projet. Donc pour l'instant j'ai un autre projet dessus, je le retire. Et je vais glisser Spring DB-Store sur ce serveur Tomcat. Ensuite, je vais démarrer le serveur avec ce bouton-là. Et puis, je vais avoir à la console le message d'erreur, notamment en termes de DB. Je ne vais pas créer de DB, il faut une DB. Et puis, on va aller créer la DB pour résoudre ces problèmes-là. Donc, je démarre le serveur. Je vais afficher la console en grand. Donc, il démarre bien Spring. Et en démarrant Spring, il va essayer d'initialiser à Hibernate, et c'est là que ça va chauffer. Normalement. Parce que j'ai passé la DB sur mon ordinateur, donc normalement ça ne marche pas. Et malheureusement ici, je vois que ça fonctionne. Bon, tant que ça a l'air de fonctionner, on va voir pourquoi après. Allons voir si ça fonctionne vraiment. Je vais taquiner un petit peu le serveur. Donc c'est local host 2.80.80 /Spring DB-Store, comme ici. Et ça fonctionne. Ça ne devrait pas, on va voir ça après. Surtout parce que j'ai fait fonctionner le projet avant sur le PC.
tant qu'on y regarde un petit peu l'application, je peux voir la... Ah ben quand même. Donc il veut bien démarrer, mais au premier accès DB, il n'est pas content. Donc, on va aller voir ce stack trace dans Eclipse plutôt qu'ici, c'est plus sympa. Il est là. Donc je reviens tout au début, je descends. Et j'ai une connection refused, une connect exception de pgadmin, donc c'est la base PostgreSQL que j'utilise. Simplement parce que je n'ai pas de DB avec ce nom-là. Donc les paramètres à voir ici, c'est dans meta1 persistence XML. Ça c'est du JPA standard, je ne vais pas tout expliquer. Ici j'utilise un driver PostgreSQL parce que j'ai une DB de PostgreSQL, mais si vous voulez avoir du MySQL, vous changez juste le dialecte ici pour MySQL, changez le nom du driver, mais ça vous connaissez si vous êtes habitué à MySQL. Et vous ajoutez le jar dans le projet du driver chez les PC de MySQL. Alors vite voir où est celui de PostgreSQL. Donc comme dans tout projet web, ça c'est la spécification qui veut ça, c'est dans le répertoire libre de WebApp. Et si j'ai tous les jars, je les vois de manière plus sympathique ici, dans la vraie vie. C'est une autre manière de les voir dans Eclipse. Là je vois WebApp Live. C'est plus sympathique parce que je peux les voir ce qu'il y a dedans. Mais sinon, c'est pas plus sympathique que ça. Alors, là-dedans, je vais trouver du PostgreSQL, voilà ici. Et c'est là que je trouve le driver JDBC que je référencie ici. Donc, si vous mettez du MySQL, il faut aller rajouter un jar. Je suis là, pas de questions. Donc, il se connecte quand même pas, parce que je vais sur un mauvais numéro de port. Par défaut, PostgreSQL se met sur ce port-là, mais sur ma machine, c'est différent. Là, il va bien vouloir se connecter. Là, il va mettre une autre erreur, il va dire qu'il va retrouver Spring BitStore. Pas vous faire perdre votre temps à passer toutes les erreurs. On sait directement qu'il faut une DB qui s'appelle Spring BitStore. On va aller la créer dans pgadmin. Les lits, il y a 0 table dedans. Donc là, ici, vous allez voir ça. Et donc, je sais aussi que le mot de passe, le user et le mot de passe sont différents sur ma machine. Je pense que c'est ça de mémoire. Et je suis en mode créer, c'est-à-dire que Hibernate, quand il va se connecter, il va créer des tables. Voilà, j'ai sauvé mon persistence.xml, je vais arrêter le serveur et je vais démarrer ça. Il démarre en 10 secondes. Retournons à l'application ici. Donc je fais refresh. Elle fonctionne toujours comme avant. Je retourne voir la liste de livres. Et là, il n'est toujours pas content. Not open connection. On va aller voir l'exception dans Eclipse. Toujours la même chose, connect. Je fais une petite erreur. C'est le démarrer de 4 après-midi.
afficher la page. Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc sans doute que mon Tomcat était mal rafraîchi avec le changement. Donc ici il a accédé à la DB, il n'a trouvé aucun livre, mais je peux créer quelques livres manuellement pour les besoins du test. Alors, par rapport à Spring MVC, ce que je vais faire maintenant, c'est des choses les plus simples. Donc je vais cliquer sur le lien ici, Create Book Manually. On voit ici l'URL qui a /book_create. Ah non, pas manually, pardon. Je fais a few test books automatically. On voit que l'URL c'est book_create test data. Et ça doit bien activer du code du côté serveur quand je clique là-dessus. Bon, on va aller voir du côté ce qu'on appelle les contrôleurs. Donc dans le code source, j'ai un répertoire qui s'appelle contrôleur avec les contrôleurs. Et je sais ici que c'est dans book list controller. Je le sais parce que j'ai fait ce projet, pas parce que c'est écrit quelque part. Et je vois ici request mapping book create test data. Donc il y a un mécanisme qui va faire que mon URL, enfin, que la requête HTTP qu'on va contenir book create test data va aller vers cette méthode. On va essayer de voir ce mécanisme ensemble. On va remonter un peu la filière avec Spring MVC et avec ce qu'on connaît des servlets JSP. Donc j'ai une requête HTTP qui vient du browser pour localhost /. Alors d'après la spécification servlet, quand cette requête va arriver du côté de chez Tomcat, qu'est-ce qui va être activé? Comment puis-je savoir ce qui va être activé? Après la spécification servlet, il faut aller voir dans le web.xml. Là, peut-être qu'il y a des servlet mapping pour indiquer l'une ou l'autre servlet, par exemple. Ou des filtres mapping pour indiquer l'un ou l'autre filtre. Là, on n'a pas encore regardé le web.xml, donc la première chose à faire, c'est on veut voir l'historique de cette requête pour arriver jusqu'à cette méthode. Donc CTRL-SHIFT-R web.xml, ou alors on scroll et on arrive ici. Donc j'ai un premier servlet mapping ici, et j'ai qu'une seule servlet. C'est une classe de Spring. Donc ça vient d'un des jars de Spring que j'ai mis dans le projet, un jar de Spring MVC, qui s'appelle Dispatcher Servlet, et qui est une servlette. C'est-à-dire qu'elle implémente une interface où elle descend les par exemple de HTTP servlet. Les méthodes to post, to get, service, etc. comme les servlettes que vous avez l'habitude d'écrire à la main. Le load startup n'est pas important, il pourrait ne pas y avoir, c'est seulement dire qu'il faut instancier cette servlette quand Tomcat démarre, plutôt que quand la première requête arrive. Par contre, ici c'est très important. C'est-à-dire que toute URL, donc slash n'importe quoi en fait, doit arriver vers cette servlette. Le nom symbolique ici correspond. Et donc, inclut mon book create data. Donc, ceci arrive chez Spring. C'est ce qu'on appelle un front controller. Je trouve mon Steve. Donc, c'est dispatcher servlet. Correspond au pattern Enterprise Edition front controller. Il va recevoir cette requête.
Celle-là et toutes les autres de l'application web. Jusque-là, ça va. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle n'est pas encore là. En tant qu'on y est, voyons ce qu'il y a d'autre dans le fichier XML. J'ai du select mapping ici qui dit que toutes les requêtes qui se terminent par .jpeg ou .css vont vers le default. Et le default, c'est quoi? C'est le moteur normal de Tomcat. En gros, ça veut dire n'envoie pas à ma dispatcher servlet les requêtes pour JPEG et pour CSS. Vous avez une idée pourquoi? C'est pour aller chercher le fichier CSS. Passer par le contrôleur, c'est ça? Pour ne pas passer par le contrôleur. Tout à fait. Donc, typiquement, quand vous avez une page HTML, vous avez une requête initiale qui arrive du browser vers le serveur. Le serveur va répondre avec une réponse HTML, c'est-à-dire du contenu HTML dans la réponse HTTP. Cette page va alors être analysée par le browser, voir le contenu. Et par exemple, ici, il va avoir des tags IMG avec src égale toto.jpg. Et là, le browser va envoyer une autre requête pour avoir ce toto.jpg. C'est une autre requête. Et on ne voudrait pas que cette autre requête arrive sur notre dispatcher servlet. On voudrait qu'elle soit traitée directement par Tomcat pour que Tomcat aille la prendre et renvoyer le fichier sans activer de code Java à nous. Donc on lui dit ces choses-là. Tu n'envoies pas à Spring MVC, tu envoies ça plutôt à Tomcat. Il sait ce qu'il faut faire par défaut. Donc quand vous envoyez, quand vous avez l'air d'activer une seule URL, il y a peut-être beaucoup de requêtes qui sont faites pour afficher cette unique page. S'il y a plusieurs éléments à mettre dedans. Genre fichier CSS, fichier JavaScript, fichier image, etc. Jusque-là, ça va? Question? Dans le web XML, c'est nous qu'on doit coder tout ça, c'est ça? Disons que c'est la config de départ du projet. C'est vous qui êtes responsable en tant que programmeur de faire le web.xml, mais en général, on code une fois sur le projet. Donc si le projet dure 2 ans à développer, on ne revient pas très souvent au web.xml. Surtout avec Spring MVC, avec du serviette normal, à chaque fois que vous faites une serviette, peut-être que vous revenez au web.xml. Avec Spring MVC, le quotidien du programmeur, c'est de faire des contrôleurs, tels qu'on va le voir. Et ça ne nécessite pas de retourner dans le web.xml. Donc ici, c'est plutôt une configuration de départ. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est pas généré automatiquement par Spring, c'est une Non, c'est pas généré. Spring n'a rien à voir avec ça dans le sens où c'est vraiment la spécification servlet et ça existe sans utiliser Spring. Spring vient rajouter un truc au-dessus qui est cette fameuse servlet dispatcher servlet. Mais ceci existe quand on ne fait pas de Spring. Ça existe dès qu'on fait du web avec Java. Donc dès qu'on fait du servlet JSP en fait. Alors qu'au-dessus de servlet JSP, on a mis du Strut, du Spring MVC, du Vaadin ou du n'importe quoi d'autre. Il y aura toujours servlet JSP la base. Donc il y aura toujours un web.xml. Alors chaque framework va demander de mettre une servette centrale qui sera différente. Certaines, comme par exemple Strauss 2, peuvent alternativement fonctionner avec un filtre plutôt qu'une servette centrale. Donc ça, c'est des détails. En gros, chaque framework dit les requêtes gamma, à part peut-être les JPEG. Dit le framework Atom 4. Les requêtes virgule gamma, ne les traite pas, donnez-moi. C'est moi qui reprends la main à partir d'ici, parce que je fais des choses en plus que tu ne fais pas de base. Donc dans des environnements plus complets comme .NET par exemple, où Microsoft vous propose quelque chose qui fonctionne bien dès le départ, on ne fait pas des ajouts de framework comme ça. Mais si la spécification servlet JSP est trop petite,
trop limité. Pour faire vraiment des applications business, le programmeur doit faire beaucoup de code. Et c'est pour éviter que vous fassiez trop de code que vous utilisez des frameworks comme Spring MVC, comme on va voir. Ça va simplifier votre code. Je continue. Il reste un morceau important, c'est ceci. Vous vous souvenez vaguement de ce que c'est? Un fichier XML? Ah, c'est pour éviter de... À chaque fois noter l'URL complète, mais juste dans le cost mapping, la fin. Exactement, c'est l'application des mains. Donc ceci est un Servlet Context Listener, donc c'est une classe qui implémente l'interface Servlet Context Listener et qui est typiquement utilisée pour avoir du code qui démarre quand Tomcat démarre. Donc Servlet Context Listener dans l'optique, j'écoute quand Tomcat démarre. Tomcat va me dire, tiens, je démarre. Et donc Spring veut être averti, tiens oui, Tomcat démarre, parce que j'ai quelque chose à faire. Spring a quelque chose à faire, il doit lire son fichier de configuration Application Context XML et s'initialiser ici. Donc, créer tous ces singletons, aller repérer où sont ces bins et ça. Donc ça c'est juste pour dire, Tomcat quand tu démarres, avertis Spring via un Context Loader Listener, donc via une classe de Spring qui implémente Servlet Context Listener, parce qu'il y a des choses à faire pour s'initialiser. Dans une méthode main, quand vous ne faites pas du web, vous auriez fait application context AC égale new class path within application context, vous faites parenthèse, vous guillemets, et votre fichier application context XML fermé guillemets. Et vous auriez un application context sur lequel vous aurez fait un get bin, et vous aurez fait tout ça, je dirais, au démarrage à la main du mail. Mais ici, vous n'avez pas de mail, il n'y a pas de méthode mail. Vous êtes dans une application web, donc la manière la plus propre, la seule que je connaisse, que quelque chose démarre, quand l'application démarre, que du code s'initialise quand l'application démarre, c'est de faire un Servlet Context Listener. Et Spring en a fait un pour vous. Il ne faut même pas coder ce code de démarrage de Spring. Il suffit de lui dire où se trouve votre fichier application context.xml. Alors, revenons un instant ici. Donc, on s'était dit, là, je vais cliquer sur Create a few testbooks automatically et ça va activer cette URL. Et je vous ai prédit, ben, ça va arriver dans cette méthode-là. Par quelle magie? Par le fait que toutes les requêtes arrivent sur Dispatcher Servlet. Et après, il faut encore comprendre comment est-ce que Dispatcher Servlet fait pour aller vers la bonne méthode. Celle-là plutôt que celle-là. Ça c'est intuitif, vous l'aurez compris. C'est grâce aux annotations request mapping. Spring va analyser les méthodes qui ont des notations request mapping et avoir une espèce de table en interne avec tous ces strings. Donc book list, book create test data, etc. Et quand la requête va arriver, il va reconnaître, tiens, book create test data, je connais. Il y avait ça sur une méthode ici. Et il a pris la bonne méthode. Maintenant, c'est un conflit, si vous mettez ça sur deux méthodes, Spring va aller au démarrage. On va dire, ah là, les gars, il y a un truc un peu ambigu, je ne peux pas démarrer. Jusque-là, ça va? Alors maintenant, il reste un petit peu de glue encore. Je sais dire que là, pourquoi ça va, mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut que Spring analyse cette classe-là. Comment est-ce qu'on fait? Revenons au point de départ. Donc je vous ai dit que ceci allait initialiser Spring et chercher ce fichier-là. Allons voir ce fichier-là.
Et pire, ce fichier-là se trouve dans WebApp Classes. C'est quoi ça? D'après la spécification servlet, le code compilé que vous voulez donner à Tomcat doit se trouver là absolument. Dans WebApp Classes. Ou alors, si c'est déjà, dans WebApp/lib. Donc, je devrais trouver dans WebApp un répertoire Classes. Oh, il n'y en a pas. Parce que Eclipse le cache. Si vous allez dans le navigateur View, vous le verrez peut-être, ou alors il s'arrange, je sais bien qu'Eclipse magouille beaucoup avec Tomcat pour changer les répertoires, etc. Donc Eclipse compile le code quelque part, et normalement c'est censé être là. Donc vous direz, mais ça c'est pas du code compilé, c'est pas un fichier point classe. On sait bien que Eclipse va prendre des fichiers .java et les compiler en .classe. Il faut savoir aussi qu'Eclipse, quand il tombe sur un fichier dans le code source, tel que celui-là ou celui-là, et qui ne sait pas ce que c'est, tiens, ça c'est pas du Java, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, il le recopie. Et donc, on s'attend à ce que Eclipse recopie ce fichier qui est dans SRC. Donc, il est dans SRC, ça je peux vous montrer. Hein. On s'attend qu'il recopie ce fichier qui actuellement est dans SRC au moment de la compilation, qu'il le mette dans WebApp/classes. Et c'est pour ça que je dis à Spring, au moment où tu démarres, le code a été copié depuis longtemps, mais on démarre Tomcat, ton application context XML, il se trouve dans classes. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le développeur, quand il a fini son application et qu'il la livre, il n'a pas forcément le code source avec. Et donc ce répertoire-ci ne sera pas livré avec, et Tomcat n'aura pas d'exposition. Tomcat, il aura ce qui est ici en dessous à disposition. Donc WebApp/classes, et c'est là qu'il peut le trouver. Pas commencer à aller mettre ici, SRC, etc. Ça marchera peut-être sur votre machine, mais ça ne marchera plus une fois que vous donnerez l'application sans son code source. C'est un peu tricky, mais est-ce que c'est clair cette histoire de WebApp/classes? Donc, c'est là qu'il trouvera son fichier XML, alors que c'est là que je vais éditer ce fichier maintenant, c'est dans SRC. Alors les bins, donc les classes que Spring doit gérer, vous pouvez les définir à la main ici avec l'élément bin. Mais ce n'est pas vraiment ça qu'on veut faire. On préfère utiliser les annotations. Et pour ça, il faut utiliser ces petits éléments-ci pour qu'il aille scanner votre code, enfin, tout le code de tous les genres que vous donnez. Hein. Vous dites, voilà, tout ce qui est en dessous de ce package-là, va regarder dans chaque classe si par annotation, je n'indique pas que c'est un bin de Spring. On voit des exemples. Alors, prenons l'utile, qui a malheureusement un E. FTP, c'est cette classe. C'est lamentable. Mais ici, par exemple, c'est une classe tout à fait normale, qui ne doit pas être gérée par Spring. Il ne faut pas que Spring prenne cela comme un bin. Par contre, si je prends Booklist Controller, le fait qu'il y ait Add Controller ici indique à Spring qu'il doit gérer ça comme un bin. Donc ici, j'ai un component scan qui dit part du package BB Store Spring MVC. Là, je suis bien dans le package BB Store Spring MVC. Il regarde cette classe-là.
Et en la regardant, il constate, tiens, il y a add controller là. Alors s'il y a add controller, add service, add repository, add component, et encore deux autres que j'ai oubliés, il considère que c'est un bin pour lui. En fait, vous pourriez mettre autre chose qu'add controller, ça marchera aussi. Vous mettez add service, vous vous trompez, mais c'est juste une indication pour que le programmeur sache l'intention. Enfin, quand ce collègue, le programmeur, sache l'intention, tiens, il a codé cette classe, il pensait que c'était un contrôleur, c'est marqué dans le nom, c'est bien, mais c'est en plus marqué là, c'est aussi bien. C'est un bin de Spring, c'est clair, mais en plus, il voulait que ce soit un contrôleur. Donc, je vais souvent trouver des request mapping dedans. Ah bah oui, il y en a un là, il y en a un là. Et c'est quoi la différence entre add controller et add service? C'est l'intention que vous avez par rapport à la classe. Vous voulez qu'elle soit dans le billet, ça j'avais expliqué. Hein. Donc, il y a la couche, on va dire, UI, avec les contrôleurs et les views. La couche service. Et la couche repository. Et l'un utilise l'autre. Pas dans son sens inverse. Éventuellement comme ça si on veut, mais pas dans son sens inverse. Ça je vous les ai expliqué. C'est pas quelque chose que j'ai inventé moi. C'est quelque chose qui est vraiment connu et classique dans le monde Java, de travailler comme ça. Donc c'est de dire, voilà, j'ai des bins de Spring ici, j'en ai là. Et en changeant d'annotation, plutôt que de mettre simplement add bin par exemple, ou add component, on a add controller pour dire que ça se trouve plutôt dans cette couche-là. C'est comme un commentaire, si tu veux. Techniquement, tu pourrais échanger des annotations, je pense que ça fonctionne aussi bien. D'ailleurs, il y a une spécification qui essaie de mettre de l'ordre là-dedans, je ne me souviens plus du nom. Et il y a moins cette notion de contrôleur. Dans le fichier XML, donc tu as le choix de définir ça soit avec une annotation sur la classe, dire que c'est un bin de Spring, soit dans le fichier XML, ici, en disant voilà, j'ai un bin, comme Transaction Manager par exemple, et il n'y a pas, à ma connaissance, moyen de dire si c'est plutôt un contrôleur, plutôt service ou plutôt repository. Donc voilà, c'est un peu malheureux comme réponse dans un contexte informatique, mais la vérité que je connais, c'est que ça ne fait pas beaucoup de différence. C'est plus de la documentation. Mais le principal, c'est que ça veut dire que c'est un bin de Spring. Je suis un bin de Spring, à ton truc. Spring, scanne-moi, quand tu passes par là, et regarde tout ce qui est défini dedans. Il faudra définir un singleton booklist controller et associer tous ces request mapping. John, le fait qu'on ait mis add controller ou add service ne change pas le fait qu'on doit avoir le request mapping. Ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir des request mapping dans une classe destinée à être ici ou là. Les requêtes HTTP arrivent ici. Donc, normalement, le dispatcher servlet ne traite normalement que directement avec les contrôleurs. La notation AutoWire, c'est bien pour déclarer un singleton, c'est ça? Pas tout à fait. Mais je vais revenir. C'est important. D'autres questions sur ce qu'on a jusqu'à présent? Alors, si on veut être complet, je vais aller un peu plus loin, je suis désolé. Je dois vous dire qu'il y a un autre fichier de configuration. Le dispatcher servlet.xml. Et celui-là, il est propre à Spring MVC. L'autre est plus général Spring. Alors, ici, on a configuré de telle manière, et c'est écrit dans le réglementaire, je crois, que. Alors, je crois le fond. Non, je crois qu'on a simplifié ici. Il y a plusieurs manières de les faire interagir ensemble, je vais les afficher tous les deux.
pas censé savoir s'inscrire aussi, mais ici il va prendre tous les bits, pas que les contrôleurs. Il prend les contrôleurs aussi. Et il va les définir comme singletons. Ici, il va repasser et il va prendre tous les bins, mais j'ai spécifié que ceux qui sont dans le sous-package controller. Ici. Et il va les prendre pour son request dispatcher. Et donc, il y a des bins qui seront définis deux fois, les contrôleurs seront définis deux fois. Une fois, ils seront instanciés comme singletons dans Spring Core, et une fois dans Spring MVC. Et ça fera que ça va sauter deux fois. Et ça, c'est pas très chouette. Mais c'est comme ça que ça se passe ici dans le petit exemple à 2 francs 6 sous. Par contre, dans le projet, on a fait une configuration plus complexe, où on dit simplement ici, va voir les bins qui seront définis au niveau de Spring Core pour trouver tes contrôleurs. Ne les recherche pas dans la répertoire des deux. Pas très compliqué, il faut juste le savoir. On sait ou on ne sait pas, c'est comme ça. Et ce morceau-ci, on y reviendra dans 2 minutes. Donc sachez juste qu'il y a un autre fichier XML. Et maintenant, je peux enfin revenir sur le fonctionnement du Booklist Controller. Donc, que va faire ceci? Ça va simplement instancier 3 livres et alors appeler book repository, qui est un bin de Spring. Donc c'est le cas où j'ai le contrôleur qui va aller appeler un repository. Puisque c'est un bin de Spring, pour qu'il fonctionne bien, je ne peux pas faire new dessus. Je ne peux pas faire moi-même ici book repository égale new book repository. Parce qu'alors il ne serait pas bien configuré par Spring, puisque je ne laisse pas Spring le configurer. Il faut que ce soit Spring qui fasse un new. Et ça, il a fait dans son component scan. Il a regardé tous mes fichiers Java, tous mes fichiers pour ma classe. Et il a vu que dans repository ici, book repository est un bin de Spring. Il s'est dit, ok, je le prends, je le configure. Mais il ne s'agit pas de refaire un new nous-mêmes plus tard. Donc, je dois trouver un moyen pour mettre dans cette variable la valeur, le pointeur vers le singleton de Spring, que Spring a déjà configuré. Donc, il existe en mémoire. Il existe en mémoire, après que vous ayez démarré Spring, une instance de chaque singleton. Par exemple, Booklist Controller. Et book repository. Ou book DO, un repository DO c'est la même chose, c'est juste un signe de book. Et celui-ci doit avoir un pointeur vers celui-là. Et ce pointeur, il est là. Il est défini là au-dessus. Et parce que c'est Spring qui fait le new des deux classes, pour moi, Spring a l'occasion de les lier ensemble. Et je lui dis avec le auto-white, tu as un bin qui est de ce type-là, va un peu voir, et injecte la valeur vers ce bin. Et donc, faire en sorte qu'il y ait la flèche ici. Comme ça, lui, il a une référence vers son repository. Non, moitié. C'est pour ça la notation auto-highlight, c'est ça? C'est pour ça. Si Si vous ne le mettez pas, ce qui va se passer, cette valeur va être nulle. Et ici, vous aurez une nulle pointer exception à l'appel du persist. Donc ça veut dire, je veux le pointeur vers le bin de Spring, donc un autre, et tu me le mets automatiquement. Ah, ça ne marche que depuis un bin de Spring. Si j'étais dans une classe main quelconque, ça ne marcherait pas. Vous pouvez retourner sur la classe de book repository. En dessous à gauche.
c'est B ici. Book repository là. Je crois que je fais un point persiste. Il n'y a pas de méthode point persiste ici. Elle se trouve dans son ancêtre que je fais moi. C'est pas du Spring normal, c'est juste moi qui est codé comme ça. J'aurais pu mettre un persiste ici. Mais si j'ai beaucoup de repositories, parce que j'aurai book repository, invoice repository, customer repository, et pour chaque entité j'aurai un repository. J'ai pas envie de recoder une méthode persiste, une méthode find, donc les méthodes un peu classiques, je mets au niveau de l'ensemble. Mais Vous allez revenir sur la notation transactionnelle ou bien alors ça vous l'avez vu dans le cours Hibernate dans le chapitre DAO, mais je peux y revenir. Mais pas ici dans Spring MVC, je reviendrai ça une autre façon. Donc le base repository, très important, il a un entity manager M qui est annoté at persistence context. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Spring injecte-moi une valeur automatiquement. Je ne vais pas moi-même faire un entity manager factory pour un entity manager, etc. Je ne vais pas faire ça. Spring, tu n'as qu'à te débrouiller pour savoir comment faire un entity manager et tu l'injectes. Comme le auto-write, si vous voulez. Sauf que ce n'est pas un bin que j'ai défini, c'est un entity manager qui doit faire le jeu. Et ça, j'ai défini dans le application context.xml. Ici. Donc je lui ai dit, je définis un entity manager factory. Je définis un entity manager factory qui va permettre de créer des entity managers. Donc il va permettre à Spring de faire un entity manager factory pour créer des entity managers et de l'injecter dans mon repository. Et pour ça, il a besoin de savoir la persistence unit dans le persistence.xml. Donc ici je configure PostgreSQL Unit correspond à ce que j'ai dans mon fichier XML PostgreSQL Unit. Et donc en définitive, j'ai une bonne valeur qui est injectée ici. Et j'ai bien une méthode persiste plus bas dont j'hérite et que je peux utiliser dans le booklist controller. Donc, le dispatcher servlet, grâce au request mapping, va retrouver mon booklist controller, même la méthode qu'il faut dans booklist controller. Et puis, le flux de code est entre mes mains. C'est moi qui décide dans le contrôleur ce que je fais. Et je décide à la fin, après avoir pris mes 3 livres, de faire un redirect vers booklist. Alors, spécial Spring MVC, je peux mettre redirect comme ça dans le string. Je ne dois pas faire un response point send redirect ou quelque chose comme ça. Il est bien simple. Et il va comprendre. Comment? Ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Alors, un redirect, c'est assez simple. Ça veut dire renvoi au browser. Et donc, ici, je vais avoir l'ordre HTTP de faire un redirect vers le booklist. Et en fait, immédiatement après, le browser va renvoyer une requête HTTP vers booklist. Donc dans l'URL au-dessus de la page, j'aurai booklist. Au-dessus de la page, c'est-à-dire dans l'URL ici, je vais avoir booklist.
et il va réafficher la liste des livres. On essaye ça? Clique. C'est bon. Je lui arrête. Clique. Et c'est resté boucliste. Si je n'avais pas fait ce redirect, au-dessus dans l'URL, j'aurais vu book create data. Mais il y a eu book create data, mais c'était tellement vite remplacé par booklist qu'on ne l'a pas vu passer. Donc il y a eu deux requêtes qui ont été faites. Une première pour créer des livres. Je passe dans mon contrôleur book create data. Ici, book create test data. Et puis, la réponse est revenue très très courte. Je dis faire un redirect là-dessus. Et une deuxième requête qui est venue vers la même classe contrôleur, mais avec une autre méthode. Ici, booklist. Parce que c'est slash booklist, ça correspond. Booklist. Booklist. Et qui a fait en sorte que la page s'affiche, se réaffiche. Mais avec cette fois-ci, les 3 livres en plus. Parce que cette méthode-ci va rechercher dans la DB tous les livres et via NGSP afficher tous les livres. Ça, on va regarder maintenant. Avant de regarder cette GSP, est-ce que vous avez des questions? Ça fait ce truc à l'heure que je parle. On va voir cette GSP. Donc, dans le MVC modèle 2 de cette GSP, c'est la même chose. Le contrôleur est responsable de préparer les données et de les mettre quelque part pour les donner à la GSP. Alors, le quelque part ici, c'est un objet modèle MVC. Donc, c'est un objet de Spring MVC. Si vous le faites en servlet sans Spring MVC, vous faites request pour un set attribut. Ça, vous avez fait dans vous affichez une liste de livres, vous passez la liste de livres dans un request pour un set attribut. Alors ici, ça se met dans un model in view qui est une petite classe qui prend à la fois le nom de la view et à la fois des attributs éventuellement qu'il faudrait rajouter à la requête. Et ici, on a un attribut qui a le nom booklist et qui pointe vers cette liste que je viens de recevoir de mon repository. Et en même temps, il y avait marqué booklist ici. Voyons d'abord ceci à quoi ça correspond. Booklist correspond au nom du JSP. Spring va automatiquement rajouter derrière .jsp et devant webin/views. Et j'ai bien une JSP dans webin/views qui s'appelle booklist.jsp là. Et c'est grâce à mon fichier qu'est-ce qu'il y a en dessous? Dispatcher servlet.xml que je sais qu'il faut rajouter JSP derrière et webin/views ici. Donc par convention, je me dis je vais mettre toutes mes JSP dans webin/views, je vais mettre Toto ici. Et je renommerai pas Toto, ça revient au jeu. C'est pas une convention, c'est pas une norme servlet d'appeler ça views. Par contre, le fait de le mettre derrière webinf empêche la requête directe. Parce que tout ce qui est, ça c'est servlet, c'est même pas Spring MVC. Tout ce qui est sous le répertoire de webinf n'est pas accessible directement depuis l'extérieur. Donc si j'envoie une requête, booklist.jsp, ou plutôt webinf/views/booklist.jsp ici, ça sera stoppé par Tomcat. Tomcat va dire, moi je n'active rien qui se trouve en dessous de là. Pourquoi vous voulez ça? Le hack, non? Ah oui, oui. Pourquoi vous ne voudriez pas qu'on active cette JSP directement? Pour le problème. C'est pour le contrôleur, on veut gérer. Exactement. Vous voulez absolument qu'on passe par le contrôleur. Sinon, ça ferait déconner la JSP. Puisque le contrôleur va préparer des données et les mettre dans la requête pour la JSP, ces données ne seront pas présentes, on ne passe pas par le contrôleur. Juste, hein?
Donc, allons voir cette GSP. Et le suffixe, c'est là, c'est bon, parce que là, on voit que le view, il est dans l'état F. Donc dans Web, pas dans Meta. Après ça, il y a properties, suffixe. Donc il y a Web1/views devant et .jsp derrière. Donc moi je lui renvoie au niveau du contrôleur, depuis le contrôleur. Je lui renvoie que booklist. C'est juste, hein. Il va rajouter devant Web1/views et derrière .jsp. Donc préfixe Web1/views, suffixe .jsp. D'autres questions? Supposons dans notre contrôleur, on sait mettre aussi liste .jsp, ça passait par on supprime les deux lignes là. Si on supprime ça? Non, si on supprime les deux derniers là. Les deux là? Ouais. On sera obligé de mettre nous-mêmes dans le contrôleur .jsp là. Ouais, mais- Donc si je supprime ceci, le suffixe, je suis obligé partout de mettre du .jsp. Bon, par exemple, ici, mettre du .jsp. Pas ici, hein, parce que là, ça référencie une nouvelle requête qui arrive ici. Ça va vraiment faire vérifier. Donc, allons voir cette view justement. C'est du simple HTML, ça devient intéressant ici. Donc avec l'expression language du JSP, qui n'a rien à voir avec Spring, je vais retrouver ce qui est attaché à la request. Donc j'ai normalement dans la request un attribut qui s'appelle booklist avec un grand F. Puis un double. Pour ça, on sera content de voir la JSP à côté du contrôleur. J'ai une question, mais qui est pas, qui est propre à GSP. Je vous pose la question de savoir, ça n'a pas la différence entre requête, une session, quoi que ce soit, ça le prend comme paramètre, c'est ça? Tu peux le mettre dans la requête ou dans la session. C'est accessible via l'expression language dans les deux cas. Ça ne fait pas de différence, je ne suis pas obligé de spécifier que c'est une requête ou une session, ça le prend directement. Ça le prend directement. Donc voilà, ici j'ai mis un objet avec un petit nom booklist et je retrouve ce petit nom booklist ici. Ça c'est important. Le reste, c'est des GSP classiques, ça n'a rien à voir avec Spring MVC, c'est du connu. Je fais un for each sur booklist, donc c'est une liste, donc je peux faire une boucle dessus. Et j'ai une petite variable book que je réutilise ici pour faire book.title, book.author, et ça va appeler les méthodes book.getTitle, book.getAuthor, etc. Puisque ce sont des properties JavaBeans, donc pas JavaBeans, mais JavaBeans tout court. Nous sommes nos properties. L'expression language utilise des properties, donc il va chercher méthode book.getTitle. Il va afficher le livre, il y a un petit lien à côté. Et ça correspond à ce qu'on voit ici dans il va afficher les différents champs et un petit lien à côté, et il a bouclé pour en afficher 3. Parce qu'il veut 3 dans la liste. Book.title, ça correspond en fait à book.getTitle. Exactement. Si tu as un attribut book.title, mais pas de méthode getTitle, ça ne marchera pas. D'accord. Il va absolument chercher un getTitle. Contrairement à Hibernate, c'est-à-dire que pour Hibernate, pour JPA, le modèle, je peux avoir le title ici, je mets la notation sur le title, si je n'ai pas de getter, c'est pas grave.
Par contre, pour expression language, ça c'est un piège. Désolé, hein. Faut pas qu'il a inventé. C'est un piège, et si j'ai pas de get title, book.title, ça marche pas. Donc, title doit correspondre au champ Donc si par exemple, j'avais marqué title ici, et que plus bas, j'avais marqué get Toto, donc plutôt que get title ici, c'est get Toto, j'aurais dû faire book.getToto ici. Ça doit correspondre au nom de la méthode et pas du champ. Donc j'aurais dû faire, si je mets ici getToto, je vais faire book.toto ici. J'ai une question, on ne sait pas faire book, point, et ensuite faire contrôle espace et sortir la liste, ou bien je sais pas si dans la liste. Il faut voir ce qu'Eclipse est capable de faire. On a bouclé une première boucle. Hein. Je propose que la liste s'en va. Oui. Je propose qu'on arrête là pour une première vidéo. Après, il y a des formulaires à voir. Ça demande un peu d'explication aussi, les paramètres. Ça fait 1 heure que je passe, j'ai beaucoup trop pour vous, je crois. Merci beaucoup.